De la mobilisation, nous allons écouter un psychologue qui va nous expliquer effectivement comment nos consciences ont vraiment été bousculées depuis 1 an et demi et comment nous pouvons aussi transformer notre souffrance en quelque chose de positif. Je vous demande d'applaudir Yves, qui est un super psychologue et en même temps un homme de cœur. Et il a composé une chanson que vous avez entendue pendant le parcours sur la sono de la voiture. Voilà, donc accueillons Yves. Avant tout, c'est très important d'être joyeux. Je suis content que tout le monde soit là dans la joie. Parce que cette semaine, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient complètement effondrées, que ce soit des soignants, effondrés complètement par la situation, des personnes aussi que j'ai eu au téléphone qui étaient complètement désespérées de la situation. Et en fait, certaines personnes se posent la question, mais est-ce que je suis fou? Alors non, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas des cons, vous n'êtes pas des complotistes, vous n'êtes pas des abrutis, vous êtes simplement des gens qui avaient conscience qu'il y a une violence qui s'opère sur nous depuis 1 an et demi. Et il n'est pas anormal de ressentir une souffrance, je dirais, vu ce que nous vivons, en particulier parce que vous refusez les fausses sécurités que sont le pass vaccinal. Clairement, c'est une fausse sécurité. Et on ne va pas juger les gens qui ont besoin de cette sécurité, c'est une réponse à leur dissonance cognitive qui a été entretenue. C'est-à-dire qu'ils ont été mis, on verra tout à l'heure, en permanence dans la contradiction. Ça génère un sentiment de mal-être, de décalage entre les convictions profondes, ce que l'on perçoit, et la réalité qui nous est renvoyée. Et pour certains, le pass vaccinal, la vaccination, le port du masque même, est devenu, un peu une réponse magique aux problématiques, à leur angoisse. Nous avons des gens qui ont été terrorisés depuis 1 an et demi et qui ont subi de la violence. Et il faut refuser de se soumettre, non pas seulement au pass ou ce que vous voulez, mais avant tout se rebeller contre cette menace qu'un ministre nous a dit de vouloir nous pourrir la vie. Et le meilleur moyen de refuser de nous pourrir la vie, c'est de cultiver la joie et de cultiver l'espérance. Donc on va en reparler tout à l'heure, c'est vraiment important de ne pas tomber dans leur piège. Et un des pièges dans lequel on essaie de nous enfermer, c'est le piège de la division et de la haine de l'autre. Il faut refuser de répondre à la haine par la haine. On a des gens aujourd'hui qui ont peur, des gens qui sont persuadés à tort, et en plus ils sont tellement pas persuadés qu'ils sont agressifs vis-à-vis des gens qui ne font pas comme eux. C'est la preuve qu'ils ne sont pas sur d'eux. Donc on a des gens qui ont été terrorisés, qui s'imaginent qu'avec un pass vaccinal, le vaccin n'empêche pas, les études le montrent, la transmission. Le vaccin n'empêche pas forcément, je dirais, d'être malade. Ok, chacun fait son choix. On peut espérer qu'on est moins malade, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui vont accuser les gens qui ne font pas comme eux d'être coupables et d'être des salopards. Donc refusons de jouer le rôle des salopards, répondons avec écoute, empathie, amour à tous ces gestes d'agressivité qu'on a pu même avoir parfois autour de nous. Refusons d'entrer dans cette agressivité. Alors, il faut bien comprendre, on a été depuis 1 an et demi dans une violence extrême. Aujourd'hui, c'est la violence de trop. Le pass sanitaire est la violence de trop. Et nos gouvernants prennent un risque en voulant opposer les Français les uns aux autres parce que ça peut se retourner contre eux. Alors, la violence, elle a été à tous les niveaux. J'ai commencé à faire une liste à Prévert et j'ai arrêté. Mais je vais rappeler quelques faits quand même qui est important parce qu'elles ont généré un certain nombre quand même de dissonances cognitives et de troubles. Tout d'abord, la violence du confinement. De nombreux pays n'ont pas confiné ou n'ont pas confiné de la même manière. Et les études ont montré que le confinement n'avait rien changé sur la transmission du virus. On nous a menti par rapport à la Suède, où on sait très bien aujourd'hui, chiffre à l'appui, que la Suède qui n'a pas confiné n'a pas eu un taux de décès supérieur à nous. Et la France fait partie des pays occidentaux qui ont le plus haut taux de décès, malgré l'autosatisfaction de nos gouvernants.
La violence, elle a été aussi dans nos EHPAD. J'étais dans les EHPAD pendant toute la période. J'étais dans des EHPAD touchés par le Covid, dans des EHPAD touchés par la folie aussi de certains, de la bêtise. Excusez-moi, je suis énervé parce que ça m'énerve. Dans les EHPAD, je discutais avec beaucoup de directeurs pendant la crise. Tous les jours, ils avaient des consignes contradictoires. Ils étaient dans ce qu'on appelle en psychologie la manipulation, dans des recettes pour devenir fous. Un jour, on leur disait A, le lendemain, on leur disait B. Par exemple, dernier exemple que j'ai eu l'année dernière, mais qui était fou. Le président dit, pour la fête des mères, vous aurez le droit d'aller voir vos parents en EHPAD. Et en même temps, courrier reçu par les directeurs, fermer les portes des EHPAD pour la fête des mères. Ce que je veux dire, c'est que les professionnels ont souffert d'enfermer et de rendre prisonniers les gens. Les personnes, j'en ai vu s'effondrer. Et j'ai accompagné des étudiants aussi, parce que je donne quelques cours à la... voilà. Et je peux vous dire, j'ai eu des étudiants, mais plus qu'effondrés, détruits psychiquement. Et je peux vous dire, c'est pas de faire quelques petites consultations de psychologues à prix réduit, qu'on a offert en leur vendant, en disant, voilà, on va vous donner quelques petites consultations et tout ira mieux. Déjà, il faut reconnaître collectivement la violence qu'on a faite. Il y a eu aussi les retraités. Et je discutais encore hier avec des retraités, dans des groupes de retraités que j'accompagne, qui me disaient, mais vous vous rendez compte, au mois de novembre, il y a eu les biens non essentiels et les publics non essentiels qu'il fallait confiner. Et c'était qui les publics non essentiels? Les retraités et les étudiants. On s'est senti public non essentiel, m'ont dit les personnes. Et après, il y a eu le discours à Noël. Mamie et la dinde dans la cuisine. Mais quelle violence! La violence du port du masque obligatoire. Le port du masque ne vous protège pas. Il vous empêche éventuellement de postillonner sur la gueule de quelqu'un. Donc, vous vous rendez compte de la violence. Je vois encore aujourd'hui des gens qui sont seuls dans la rue, dans la campagne, masqués, mais ils sont terrorisés, ils sont en stress post-traumatique. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette société? Et ces gens-là, c'est normal qu'après ils vont vers le vaccin, puisqu'on leur a dit en décembre dernier, vaccinez-vous, vous reviendrez à la vie normale, vaccinez-vous, vous enlèverez le max. Oh, c'est pas vrai. Plus on vaccine, plus on nous dit mais il faut mettre de la distance, etc. Et comme ça ne marche pas, il faut trouver des coupables, des boucs émissaires. Alors excusez-moi, en Israël, 90% de la population vaccinée. La courbe d'épidémie est absolument monstrueuse. En Jordanie, qui est juste à côté, 24% vaccinés, la courbe, elle n'a pas augmenté. On sait aujourd'hui que par rapport au variant Delta ou ce que vous voulez, le fait d'être vacciné ou pas vacciné ne change pas grand-chose. Alors arrêtons enfin, voilà. On désigne donc des boucs émissaires, ceux qui refusent la vaccination. Alors c'est la première fois de ma vie que je vois un médicament, un vaccin qui protège les gens, mais si je suis malade, c'est la faute aux non-vaccinés. Et là, les gens gobent. Alors si les gens gobent, ce n'est pas parce qu'ils sont des crétins, c'est parce que tout a été mis en place pour créer ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire un sentiment de mal-être profond lié à un décalage entre ce que ma perception profonde ressent, entre mes convictions profondes et la réalité des actes qu'on m'oblige à faire. On m'oblige à ne plus embrasser ma grand-mère, à ne plus voir mes petits-enfants, on m'oblige à vivre en permanence dans la contradiction, et à un moment donné, ça me met en tension, et il faut que j'évacue. Et en préparant cette intervention, j'ai regardé mes bouquins de psychologie sociale, et qu'est-ce que j'ai découvert? Un truc incroyable. Je ne suis pas complotiste, donc c'est juste un hasard. C'est qu'une des manières de faire baisser la dissonance cognitive chez quelqu'un qui risque de péter un plomb, c'est le lavage des mains. Ça a été prouvé. Et donc, on comprend que pour certaines personnes, l'agressivité par rapport au gel hydroalcoolique, l'agressivité par rapport à tout ça, ce sont avant tout une tentative de baisser en eux cette dissonance. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vais arrêter toute la violence, que je pourrais encore en dire d'autres violences épouvantables, l'interdiction de prescrire pour les médecins, l'imposition de traitements néfastes. Par exemple, dans le premier confinement, les réa ont été pleines parce qu'on a imposé, c'est ce que m'ont dit des réanimateurs, on a imposé des manières de réanimer, on a refusé des taux d'oxygénation. Mon épouse est infirmière, elle me disait mais c'est pas normal qu'on intube des gens alors qu'on pourrait avoir des taux d'oxygénation beaucoup plus fortes. Et on a imposé directement des méthodes
de respiration qui fait qu'on reste 15 jours ou 3 semaines en réa à partir du moment où on intube quelqu'un. Donc on a créé nous-mêmes les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. On a proposé du Rivotril, on interdit de soigner les personnes âgées avec de l'hydroxychloroquine ou ce que je veux, je m'en fous. Et de l'autre côté, on propose quoi? Du Rivotril, c'est-à-dire de la sédation rapide. Et j'ai vu, de mes yeux, des médecins qui m'ont raconté, des médecins coordinateurs, que effectivement, dans leur structure, on a vraiment euthanasié des gens parce qu'on ne pouvait pas les soigner simplement parce qu'ils étaient positifs, même pas malades, positifs. Et je vous assure que je ne mens pas. De l'autre côté, on nous a expliqué que seules les études randomisées fonctionnent et on nous a imposé des vaccins qui n'ont jamais été randomisés par Pfizer. De l'autre côté, 250 études nous disent, dont certaines sont randomisées, que... pardon, je vais bientôt m'arrêter, mais que le fameux médicament aujourd'hui, l'antiparasitaire, j'ai oublié le nom, j'ai un truc, l'ivermectine fonctionne, et là on n'écoute pas. Alors que de l'autre côté, on explique que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'études randomisées, sachant que M. Raoult n'a pas fait d'études parce qu'il a soigné les gens. Il n'a considéré que ces malades n'étaient pas des cobayes. Et on va lui reprocher un manque d'éthique par des gens qui ne soignent pas. Alors, je ne dis pas que Raoult a raison, je ne dis pas que l'hydroxychloroquine marche, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, toutes ces contradictions, ces violences, et le fait simplement d'interroger, qui nous font traiter de complotistes, va amener beaucoup de gens à adhérer. Ce sont, si vous lisez les techniques de manipulation, un très bon ouvrage, le traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens, qui explique que les techniques de manipulation se basent, on crée une dissonance cognitive, et après les gens vont aller dans ce qu'on propose pour soulager cette dissonance. Et effectivement, un certain nombre de mesures qui sont faites pour, les gens les prennent pour soulager la dissonance, au point qu'on ne peut plus discuter, puisque quand on essaye de discuter, les gens ne peuvent plus entendre les arguments. J'entendais un débat télévisé absolument extraordinaire, il y a 2 jours, où un avocat montrait par A plus B, donc qu'en Jordanie, on était moins contaminé, face à un médecin qui expliquait que le vaccin protégeait à 90%. Et là, le médecin, il disait, oui, mais ça m'intéresse pas, tout ça, ça m'intéresse pas. Mécanisme propre à la gestion de la dissonance cognitive, je vais que vers les informations qui m'intéressent, je vais nier les autres informations, et ceux qui vont avoir des informations contre moi, je vais justifier ma position en rabaissant l'autre, ou en considérant que je suis au-dessus de l'autre. Attention, nous aussi, nous pouvons tomber dans ces mécanismes-là, parce que nous sommes mis nous-mêmes, par le refus du pass sanitaire, en minorité. Nous sommes mis en position de dissonance. Et il faut absolument, c'est une des réponses que nous devons avoir par rapport à cette situation, c'est avoir une rigueur intellectuelle pour pouvoir refuser de rentrer dans ces mécanismes de simplification intellectuelle qui, en fin de compte, se retournent contre nous. Le gouvernement, vous l'avez vu avec les Gilets jaunes et vous l'avez vu ailleurs, il pousse les gens à la radicalisation pour pouvoir, après, prendre les gens les plus radicaux dans leurs arguments pour décrédibiliser les gens sérieux. Et on le voit régulièrement, moi je l'ai vu dès le premier confinement, où certaines personnes qui confondent les faits, l'analyse des faits et l'interprétation des faits, ce qui fait qu'ils disent directement leur interprétation, du genre « Macron veut un génocide », ça c'est une interprétation, ce n'est pas scientifique, on a le droit de le croire. Mais le problème, c'est que si nous nous soumettons à nos interprétations et qu'on argumente avec nos interprétations, nous donnons raison à nos adversaires, qui n'auront même plus besoin d'avoir des biais cognitifs pour penser qu'ils ont raison. Alors, pour terminer, j'ai marqué 4 comportements autour de nous. Il y a les actes réparateurs. Un certain nombre de personnes, face à cette angoisse, face à cette terreur, font des actes réparateurs. Acte magique. Autrefois, on pouvait s'agenouiller devant une statue, on pouvait avoir un gris-gris. Bon, on a le gris-gris aujourd'hui. Je l'ai dans ma poche. Je me sens protégé, alors qu'en fait, je ne suis protégé de rien, puisque seuls les masques FFP2 vous protègent. Par contre, le masque est intéressant, si vous êtes positif, effectivement, de ne pas postillonner à la gueule de quelqu'un. Mais globalement, ça sert donc de gris-gris, ce que j'appelle les actes réparateurs, comme le lavage des mains, comme la distanciation sociale, où on est dans de la pensée magique. On est dans des choses complètement irrationnelles, mais c'est pas grave, l'être humain est irrationnel. On est aussi dans des pensées réhabilitatrices, c'est-à-dire que pour me réhabiliter, je vais me forcer à croire que j'ai raison,
Et pour me forcer à croire que j'ai raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'accusation libératoire. Je vais trouver des coupables et des boucs émissaires. C'est Raoult. Vous savez, on nous a dit que c'était, si l'épidémie montait, c'était de la faute à Raoult. Ah oui, on ne sait pas pourquoi, mais on a un bouc émissaire. Il ressemble à un druide, c'est formidable. Alors, mais vous voyez bien, si on avait eu des arguments rationnels, mais ce qui a favorisé aussi tout ça, vous regardez les débats sur BFM ou ce que vous voulez, vous avez des gens... Vous avez des gens qui débattent, c'est-à-dire qu'ils échangent des opinions, mais vous n'avez pas d'effet. Donc toute la journée, vous avez des gens qui donnent des opinions, qui donnent des opinions, et qui donnent des opinions. Ça veut dire que, à partir de cela, ça génère une tension et une anxiété, et effectivement, il faut trouver des boucs émissaires. Et puis surtout, l'auto-justification, il faut s'auto-justifier. Alors, l'objectif aujourd'hui, il faut être en bonne santé mentale. Je disais, il faut tout d'abord refuser les maux qu'engendre cette crise. Tout d'abord, sur le plan psychologique, il faut éviter de sombrer dans tout ce qui peut nous faire amener vers la dépression ou au contraire la paranoïa. Il faut sur le plan spirituel, la spiritualité c'est la quête de sens, essayer de retrouver du sens à notre vie. Extrêmement important, alors que depuis 1 an et demi, tout ce qui faisait sens a pu être abîmé. Humainement parlant, refuser la violence, et physiquement surtout, essayer de prendre soin de sa santé psychique pour ne pas tomber malade. Alors tout d'abord, vous dire qu'il faut qu'on tienne dans le temps, donc ne pas dépenser son énergie tout de suite, se créer, gérer cette dissonance. Quand on est en dissonance, on n'a pas le choix, soit on s'adapte, soit on essaie de changer la réalité, soit on s'adapte à la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas changer la réalité. Et si vous manifestez pour changer la réalité, demain, vous serez encore plus malheureux, en dissonance, parce que la réalité ne changera pas. Par contre, vous pouvez manifester pour changer la réalité, c'est-à-dire mettre de la joie, vous retrouver avec d'autres personnes heureuses et joyeuses, et vous vous énergétisez en énergie, et vous repartez heureux parce que vous n'êtes pas seul. Et il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas, mais qui se taisent, mais qui nous approuvent, et qui nous remercient. Agir, s'affirmer dans le respect, c'est-à-dire quand quelqu'un vient vous donner des arguments absurdes, intéressez-vous à ces arguments. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'aimerais que tu me donnes, ça m'intéresse, donne-moi des faits. D'où tiens-tu tes sources? Donne-moi tes sources. Et le fait que, sans agressivité, vous vous intéressez à l'autre, vous cognez son univers de défense dans lequel il s'est inscrit, et mais pour que la personne puisse changer, dans les conditions au changement, il faut que la personne sente que vous soyez dans la constance, bienveillant, et surtout que vous n'êtes pas seul, parce que la personne ne pourra pas changer si c'est pour devenir un paria de la société. D'où l'importance de pouvoir partager sur vos réseaux sociaux le fait simplement qu'il y a du monde. Et vous n'avez pas raison parce qu'il y a du monde, vous êtes simplement raison parce que vous êtes en cohérence avec vous-même. Et si vous êtes en cohérence, pas besoin d'agressivité. Donc deuxièmement, voilà. Je vais bientôt m'arrêter. Voilà, 2 minutes. Donc il faut prendre acte de la réalité. Voilà. On a une chance. En chinois, le mot crise est représenté par deux idéogrammes. L'idéogramme qui désigne le mot catastrophe et l'idéogramme qui désigne le mot opportunité pour grandir. Cette crise est une opportunité extraordinaire pour grandir. En marchant tout à l'heure, je me disais, mais j'ai jamais vu des gens aussi différents se réjouir ensemble. Il y a aujourd'hui, grâce à notre président qui voulait nous unir, une nouvelle réunification, c'est-à-dire des gens qui ne se côtoient pas habituellement, qui arrivent à dialoguer, à rire ensemble, à échanger. Merci! Et il faut dire merci! Merci, Monsieur Macron! Donc on prend acte de la réalité et on assume nos limites et on assume les richesses qui vont avec nos fragilités. Je suis fragile, c'est normal que la réalité me fait mal. Donc je vais prendre soin de moi, je vais nommer cette violence et la regarder en face
et me dire c'est pas grave, je peux agir dessus. Et comment je vais agir dessus? Déjà en prenant soin des autres. Et pas alors je vais prendre soin des autres, bien sûr, qui sont dans la même situation que moi, mais je vais prendre aussi soin de toutes ces victimes, c'est-à-dire ces personnes qui croient qu'ils vont être protégés par le pass sanitaire, ces personnes qui sont persuadées que grâce à tout ça ils vont s'en sortir. Et je peux vous assurer, en discutant beaucoup et en échangeant, certains quand ils ouvrent les yeux, ils sont terrorisés. Donc ils ont besoin de nous. Nous sommes un peu des veilleurs. Et demain, quand la réalité, quand les gens vont voir qu'on va les reconfiner, que tout le récit depuis 1 an et demi est mensonger, ils auront besoin de gens debout pour s'occuper d'eux et pas leur dire, ouais, vous voyez, on avait raison, mais leur dire simplement, ben, on comprend et on est là. Point. Et ce sera là notre meilleure manière de foutre un pied au cul à nos gouvernants. Merci. Donc on ne peut le faire que si on regarde aussi. Le soir, j'ai tendance à regarder les réseaux sociaux. Et honnêtement, il faut absolument prendre du temps pour s'émerveiller. La chance qu'on a eue l'année dernière, pendant le premier confinement, pour ceux qui sont en campagne, ça a été de s'émerveiller de voir le printemps s'éveiller. Il faut s'émerveiller absolument des choses du quotidien. Et nous sommes privés de terrasses, nous sommes privés de restaurants, mais tant mieux, on va pouvoir se réveiller en s'émerveillant de la nature, en s'émerveillant de nos enfants, en s'émerveillant simplement de la vie. Regardez les nuages, simplement. On ne peut plus regarder la télé parce qu'ils nous emmerdent, mais tant mieux. Donc, poser des limites. Là, je vous avoue, pendant 3 jours, je me suis absenté dans une abbaye pour faire silence. Et comme je devais travailler aussi, je faisais un aller-retour entre les moments de silence et les moments... Et je me suis dit, mais Yves, tu mets pas de musique dans ta voiture, tu écoutes le silence, tu restes dans la paix. Et je me suis rendu compte que simplement, le fait de se retrouver en silence, mais c'est extraordinaire, il faut garder des temps de silence. Et cette crise, le nouveau monde qui apparaît, c'est avant tout peut-être la reconnexion avec nous-mêmes. Et il faut se reconnecter si on veut s'adapter et agir. Voilà. Et puis après... Donc je vous remercie. Et tout ce que je vais vous dire, dernière chose, on n'a pas à avoir honte de parfois mal vivre la situation. Et il faut pouvoir partager cette situation, trouver des personnes avec qui le faire. La résilience, elle s'opère avec 2 mécanismes. Il faut trouver des terreaux de résilience. Il faut nommer ce qui est difficile. Donc j'ai pris le temps de dire des choses évidentes, parce que beaucoup de gens me disent, quand on a fait des visios, que ce que j'ai dit, il n'y a rien de nouveau, mais le fait de l'entendre par quelqu'un d'autre, ça leur fait du bien. C'est ça le terreau de résilience. Il faut pouvoir nommer la réalité, prendre de la distance en la regardant et se dire mais merde, c'est normal quand même que c'est dur. Et arrêter de dire ouais, je suis courageux, je suis fort. Mais non, on n'a pas à être fort, c'est leur donner raison encore à ces abrutis, pardon, à ces gens qui nous gouvernent. Donc on a le droit d'être fragilisé, on a le droit d'être mal à certains moments, on a le droit de tomber parce qu'on a le droit de se relever. Donc deuxièmement, il faut se relever. Et pour se relever, il faut avoir des tuteurs de résilience. Le tuteur de résilience, ça peut être quelqu'un, effectivement. Mais comme dit Tim Guénard, qui est un résilient, il dit, c'est quelqu'un ou quelque chose qui me permet de me regarder plus joliment que la vie m'emmène à me regarder. Donc, il faut absolument pouvoir trouver des tuteurs de résilience qui sont spirituels. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la quête de sens, ça peut être s'occuper des autres, ça peut être tout ce qui va me permettre de me dire mais je suis utile. Et le fait de venir aujourd'hui, vous êtes utile au moins à votre voisin. Alors maintenant, pour finir, vous allez tous vous tourner vers votre voisin, lui faire un sourire et lui dire tu es beau et je suis content que tu sois là. Voilà.